Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Émergence d'un poste privé exceptionnel. La naissance de Radio Luxembourg doit, pour qu'en soient comprises les raisons et les réactions suscitées, être replacée dans le contexte de la radiodiffusion en Europe dans les années 20, avec une attention particulière portée à la situation française étroitement liée au destin du poste luxembourgeois. En effet, la création de Radio Luxembourg ne s'est pas faite de façon innocente, contrairement aux antécédents radiophoniques du Grand-Duché, sans commune mesure cependant avec la formidable destinée du poste international. Avant de pouvoir répondre aux questions sur les origines et l'identité de Radio Luxembourg, intéressons-nous d'abord au monde de la radiodiffusion qui dans les années 20 n'est qu'à ses modestes, mais prometteurs débuts. Ces observations seront alors mises en relation avec la situation au Luxembourg, où plusieurs candidatures sont lancées pour l'obtention d'une concession. Pour ce point-ci, nous nous basons surtout sur des archives issues du ministère des Finances du Luxembourg. Après une analyse approfondie de la structure de l'entreprise concessionnaire, nous allons porter un regard sur les réactions, pour ne pas dire critiques, qu'a suscité l'arrivée de ce puissant émetteur, en dépouillant notamment les articles de presse de l'époque. À course pour une concession au cœur de l'Europe. Les débuts de la radiodiffusion. La radiodiffusion, c'est-à-dire la transmission à l'usage du public par la voie radioélectrique de son, suit de relativement près les premières expériences probantes de la fin du XIXe siècle sur les télécommunications par ondes, Marconi 1894, et les premiers usages de la TSF, militaire avant tout, durant les années 10. En effet, à partir de 1920 aux États-Unis et 1921 en Europe, la création de postes émetteurs à programme régulier se succède à un rythme soutenu. Les premières stations sont souvent nées de la volonté des industries radioélectriques de voir émerger un vaste marché pour leurs produits. La Marconi Wireless Telegraph anglaise règne sur le marché mondial de la TSF à la veille de la Grande Guerre, alors qu'aux États-Unis c'est le Trust RCA, Radio Corporation of America, qui domine. En Allemagne, AEG et Siemens ont fondé une filiale commune, Telefunken. En France, la SFR, Société française radioélectrique, fondée en 1910 par Émile Girardot, est incorporée en 1918 à la CSF, Compagnie Générale de TSF. Ainsi est créée la quatrième puissance mondiale de la TSF sous l'autorité de l'administrateur délégué Émile Girardot, que l'on va retrouver par la suite au Luxembourg. Dès 1919, les quatre concurrents en viennent à la conclusion qu'une entente serait bien plus avantageuse qu'une lutte ruineuse. Il serait cependant faux de croire à une totale liberté d'action des différents groupes industriels privés, notamment en Europe où l'autorité de l'État s'exerce de façon inégale selon les pays. Sans vouloir trop entrer dans les détails, on peut dire que l'Europe ne suit pas l'exemple des États-Unis, qui connaît un véritable radioboom, une multiplication de stations émettrices sur son territoire. En Grande-Bretagne, la construction des premiers émetteurs, 22 stations existent déjà en 1925, est source de relations tendues avec le Post Office et provoque l'hostilité de la presse qui voit d'un mauvais œil la diffusion d'informations et de publicités par la radio. En conséquence, le gouvernement britannique décide d'octroyer par charte royale le monopole de la radiodiffusion pour 10 ans, à partir du 1er janvier 1927, à la BBC, British Broadcasting Corporation, sous tutelle du ministère des PTT. Il est important de noter pour la suite que la publicité à la radio y est alors interdite. Sous l'impulsion de son directeur général John Wright, la BBC devient un service public qui bénéficie d'un monopole sans pour autant être un organisme étatique. En Grande-Bretagne, l'audience est considérable dès le début, et le nombre des postes de réception passe de 330 000 à 3 millions entre les années 1924 et 1929. En Allemagne, le monopole d'émission est confié par la République de Weimar à la Reichspost. En 1925 est créée la RRG, Reichsrundfunkgesellschaft, dont le budget dépend de la Reichspost et dont les programmes sont surveillés par le ministère de l'Intérieur. Il existe en 1925 9 stations régionales regroupées dans la RRG, ainsi que le service international de la Deutsche Welle. Le parc des récepteurs est multiplié par 10 entre 1924 et 1926, passant de 100 000 à 1 million. Ainsi,
Contrairement au libéralisme régnant aux États-Unis en matière radiophonique, l'influence de l'État est déterminante tant en Grande-Bretagne qu'en Allemagne. Brouillement français. En France, on verra que la situation radiophonique est plus complexe. Les premières radiodiffusions y débutent en février 1922, avec les émissions de la station radio de la Tour Eiffel organisée par le général Gustave Ferrier. Plus tard, le 6 novembre 1922, débutent les émissions régulières de la première radio privée parisienne, Radiola, future Radio Paris 8, ouvrant ainsi la voie à deux systèmes différents et concurrents, d'un côté les postes d'État, de l'autre les postes privés. Cette coexistence caractérise le paysage radiophonique hexagonal pendant plusieurs années en raison de l'ambiguïté de la législation française qui prévoit l'extension du principe du monopole des transmissions télégraphiques à la radiodiffusion, loi de finances du 30 juin 1923, puis l'autorisation sous Raymond Poincaré des postes privés pour favoriser l'industrie radioélectrique, décret du 24 novembre 1923. En 1924, le cartel des gauches opte pour un monopole absolu de l'État, mais ne parvient pas à l'appliquer. En mai 1924, le poste du Petit Parisien est autorisé, alors que d'autres postes commencent à émettre sans autorisation à Agen, Bordeaux, Fécamp, Lyon ou Toulouse entre 1924 et 1925. Ils seront suivis en 1926 de Radio Vitus et de Radio LL auxquels il faut ajouter les stations des PTT en province. Face à cette situation pour le moins anarchique, le nouveau gouvernement Poincaré croit trouver la parade en promulguant le décret-loi, dit Bokanovski, du 28 décembre 1926 instaurant le régime du monopole différé, laissant subsister les postes privés à titre provisoire. La loi de finances du 19 mars 1928 prévoit le statu quo en maintenant les 13 postes privés existants. Parmi les défenseurs des intérêts privés, le plus ardent est la CSF de Girardot qui, avec son adjoint Robert Tabouy, entretient des liens étroits avec plusieurs hommes politiques dont Édouard Herriot. Pour la CSF, il s'agit, ni plus ni moins, d'obtenir le monopole de la radiodiffusion en France. Précisons que la CSF regroupe plusieurs sociétés dont la compagnie Radio France exploitant la station radiotélégraphique de Sainte-Assise et épaulée par la Banque de Paris et des Pays-Bas, BPPB, la CFR, Compagnie française de radiophonie, qui exploite en partenariat notamment avec l'agence AVA la station Radiola, Radio Paris, la Compagnie Radio Orient, la Compagnie Radio Maritime ou encore la Compagnie Radiotechnique. La puissante CSF ambitionne de s'assurer l'exploitation du seul grand poste français, provoquant une guerre des stations durant laquelle Radio Paris essaie d'écarter le poste de la Tour Eiffel. Maurice Privat, animateur de ce poste, pense que Radio Paris mène une guerre contre tous les autres postes. Avisé, par l'agence AVA, le groupe Radio Paris, le Trust International puisqu'il faut l'appeler par son nom, agit, et ajoute, la radio française est empoisonnée de ragots, les postes tiraillent les uns contre les autres. Tout cela est un peu ridicule. De grandes théories sont aux prises, monopole ou pas monopole, qui cachent de trop gros intérêts. Le groupe de la BPPB, Radiola, SFR, Radio France, etc. en sont la cause. Il a empoisonné l'atmosphère. La radio française est dans une situation lamentable à cause de ses querelles intestines, de ses aventures suscitées par les requins. L'antenne y a beaucoup trop aidé, par des arguments fielleux qui lui permettaient de passer à la caisse. Ce réquisitoire illustre un contexte confus dans lequel se multiplient les conflits entre postes d'État et postes privés concurrents. Quoi qu'il en soit, les postes de radio se partagent un marché de plus en plus prospère. Le parc des postes récepteurs est estimé pour l'année 1928 à plus de 600 000, moins qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne certes, mais l'enthousiasme du public pour la radio va grandissant. On a vu comme durant cette période des années 20 la radio devient en France l'enjeu d'un débat entre d'un côté les défenseurs d'un libéralisme des ondes, et de l'autre les tenants du monopole d'État. Cette situation confuse, due notamment à l'instabilité politique marquée par 5 gouvernements se succédant entre novembre 1925 et juillet 1926, semble profiter aux postes privés puisqu'aucun statut précis ne peut se mettre en place. Radio Paris est très vite devenu un succès technique, commercial et financier. Rappelons que le décret Bokanovski, député du Bloc national, autorise les postes privés existants,
Or ce même décret prévoit leur rachat par l'État à partir de 1933. Ceci aura des conséquences plus tard, notamment au Luxembourg. Le Congrès national de la radiodiffusion organisé par le CAED, Comité d'action économique et douanière, en 1929 à Paris, s'insurge contre la situation de la radiodiffusion en France et se prononce pour le principe de la liberté du commerce et de l'industrie 13. La radio luxembourgeoise est encore l'apanage d'amateurs. Alors que presque partout en Europe la radiodiffusion fait l'objet d'interventions de l'État sous des formes diverses, le gouvernement luxembourgeois quant à lui ne porte qu'un très faible intérêt aux affaires radiophoniques nationales jusqu'en 1929. En effet, avant cette date, la législation en matière de radiodiffusion est pratiquement inexistante et l'activité radiophonique y est l'apanage d'une poignée d'amateurs. Les autorités grand-ducales ne voient sans doute pas le besoin de doter ce petit pays, 2586 km, d'un poste national puisque les auditeurs luxembourgeois n'ont que l'embarras du choix en ce qui concerne l'écoute des programmes venant des pays voisins, France, Allemagne, Belgique ainsi que des Pays-Bas. L'aventure radiophonique y démarre dès 1920 sur initiative d'un radio-club qui forme la Société luxembourgeoise des Amis de la TSF, regroupant plus de 300 membres et qui se réunit place de l'Étoile à Luxembourgville. Un de ses membres, le commerçant François Hannen, agent de Philips, installe en compagnie de son frère Marcel en 1924 son propre émetteur de 50 watts et de 1200 mètres de longueur d'onde au grenier de l'immeuble ci au 28 de la rue Beaumont à Luxembourgville où se trouve d'ailleurs encore aujourd'hui le magasin d'appareils photographiques Photo Hannen. Ce poste émetteur s'intitule Association Radio Luxembourg, du nom de la structure juridique sans but lucratif adoptée. Ce modeste poste dont la puissance est portée à 150 watts en 1926 et qui retransmet surtout des concerts militaires ou des pièces de théâtre bénéficie en 1927 d'une première subvention accordée par l'État luxembourgeois, alors que l'année suivante sa puissance passe à 250 watts. Un subside de 5000 francs luxembourgeois sera partagé avec les amis de la TSF. Les convoitises s'attisent. Le milieu radiophonique luxembourgeois semble donc être à l'abri des convoitises, et ne pas représenter d'enjeux politiques ni économiques. Or très vite les atouts du Grand-Duché de Luxembourg commencent à susciter l'intérêt dans les pays limitrophes, surtout en France. D'abord sa position géographique est d'un intérêt majeur, puisque ce pays est situé au cœur de l'Europe. Autre atout, la situation politique d'un État souverain à la tête duquel se trouve un gouvernement discret. L'état économique du pays implique que les investissements importants doivent s'appuyer sur des capitaux étrangers, ce qu'illustre l'importance des intérêts économiques et financiers français, par exemple dans l'Arbed, la Segdel ou la BIL, Banque internationale à Luxembourg. Enfin le terrain radiophonique y est pratiquement vierge avec une législation quasiment inexistante en la matière, donc a priori peu de contraintes. Enfin il n'y existe pas de poste national, hormis un petit poste amateur sur lequel on pourrait s'appuyer et pourquoi pas s'y substituer. En mai 1922 déjà un ingénieur, M. Laval-Tudor, fait part à M. Neyens, directeur général des finances et des PET luxembourgeois, d'un projet de TSF suite à une réunion des représentants de l'industrie et du commerce luxembourgeois. Arbed, Adir, Redange, Terre Rouge, la Fédération des industriels, l'Association des commerçants luxembourgeois, ainsi que les banques Crédit luxembourgeois et alsaciens et Banque Générale pensent déjà à profiter des avantages qu'offre le Luxembourg à ce niveau. La situation déjà évoquée de la radiodiffusion en France à la même époque va faire accélérer les choses. En effet, le décret Bokanowski de décembre 1926 en prévoyant le rachat, et donc la fin, des postes privés à partir de 1933, fait que le sort pour les milieux de la radiodiffusion privée française semble y être scellé. Ceux-ci essaient alors tout naturellement d'aller voir ailleurs, et ne manquent pas de se tourner vers un pays voisin, le Grand-Duché de Luxembourg. Parmi ceux qui mènent ce type de raisonnement, l'un des premiers, sinon le premier, est Jacques Trémoulet, le fondateur et patron de la station privée Radio Toulouse, 1925,
Cet ancien employé de l'agence Fournier dirige avec Léon Kierskowski la Radiophonie du Midi et gère avec d'autres quotidiens régionaux Radio Agen, Radio Bordeaux Sud-Ouest, Radio Montpellier et le Post Île-de-France. En effet, selon Lefebvre, il commence dès 1928 à avancer ses pions au Luxembourg en fournissant à l'association Radio Luxembourg des frères Hanen l'ancien émetteur 3 kW de Radio Toulouse remplacé par un plus puissant de 8 kW. François Hanen accepte cette offre afin de pouvoir installer cet émetteur sur le territoire du Luxembourg. La démarche de Trémoulet, qui exerce à l'époque les fonctions de vice-président de la Commission française interministérielle de TSF et vice-président de la Fédération française des postes privés, ne se fait pas encore de façon officielle. Il vise sans doute, dans un premier temps, à gagner la confiance du luxembourgeois Hanen et à s'assurer peut-être de la légitimité supposée de ce dernier afin de pouvoir s'implanter au Grand-Duché en supplantant la modeste association Radio Luxembourg, créant ainsi une situation de fait. À partir de 1928, les choses vont s'accélérer dans le modeste paysage radiophonique du Luxembourg. La même année, le 30 septembre, Alphonse Steines, journaliste luxembourgeois vivant à Paris et qui a notamment été collaborateur au journal L'Auto aux côtés d'Henri Desgranges à qui il proposa en 1910 d'intégrer les Pyrénées au parcours du Tour de France cycliste, se présente comme mandataire d'un syndicat d'études franco-luxembourgeois du nom de Blue Star Radio qui désire installer une station TSF au Luxembourg et qui serait ni plus ni moins la plus puissante au monde. Il s'agit là de la première démarche officielle auprès des autorités luxembourgeoises, et il est précisé que cette station pourra correspondre directement avec le Japon, l'Amérique du Sud, l'Australie sans aucun intermédiaire. Essaie-t-on par là d'impressionner les autorités luxembourgeoises ? Cette demande se veut également rassurante tout en insistant sur les bons sentiments envers le Luxembourg. Ainsi Steines exprime un désir de contrôle de l'État luxembourgeois sans aucune contrepartie, alors que pour les recettes un certain pourcentage, sans précision, serait réservé à l'administration des PTT. De plus, dans un but de loyalisme et de garantie, un certain nombre d'actions pourront être tenues à la disposition de l'épargne luxembourgeoise, alors que le capital serait principalement souscrit en France. La Blue Star Radio espère bénéficier de la faveur des dirigeants luxembourgeois, en formant le projet d'installer un grand institut international de radiophonie afin de former des ingénieurs, en argumentant que c'est un autre élément de prospérité pour le pays en intéressant sa jeunesse à la science nouvelle en attirant des étudiants étrangers à Luxembourg. Dans une correspondance du 30 novembre 1928, ce syndicat d'études ayant pour objectif officiel de favoriser le développement de la radiophonie et de la radiotélégraphie, précise qu'il s'agit d'une société anonyme à 25 millions de francs luxembourgeois, disposée à en faire une société luxembourgeoise afin que le contrôle du gouvernement puisse être le plus complet. À cette date, on ignore encore qui se trouve derrière cette Blue Star Radio, alors qu'Alphonse Steines est à l'époque président de la Luxembourgeoise, un groupe important de la colonie grand-ducale à Paris. Le choix sur sa personne en tant que mandataire apparaît comme la volonté des investisseurs de donner une caution luxembourgeoise au projet. Il faut attendre mars 1929 pour avoir de plus amples renseignements sur cet organisme. Ainsi, une lettre émanant de la Blue Star Radio est adressée au ministère d'État luxembourgeois pour obtenir une audience concernant la demande de monopole. Elle y réaffirme sa volonté de créer une société luxembourgeoise dont le capital s'élèverait maintenant à 50 millions de francs luxembourgeois, 35 millions pouvant être entièrement fournis par des capitalistes français, alors que la concession souhaitée serait de 50 ans. Elle porterait d'une part sur un service d'État de radiotéléphonie, intermédiaire des PTT, avec une école supérieure internationale de radio. De ce jeune phare rayonneront sur le monde les torches lumineuses des disciples de Branly, dont les nouveaux procédés mis au point par les élèves resteront propriété de l'État luxembourgeois, à laquelle on veut ajouter un poste officiel de la SDN, Société des Nations, indépendant et neutre. On envisage d'autre part un service privé pour la radiodiffusion de musique et d'information qui se fera en 5 langues, allemand, anglais, espagnol, français et italien. La télévision est également déjà évoquée, mais sans projet concret. Enfin, on promet à l'État luxembourgeois 10% des bénéfices nets. Les signataires qui sont, en plus de Steines, Charles Tadoux et Émile Brocheriou,
affirme avoir conscience d'apporter au gouvernement grand-ducal un monument en tout point digne de la haute mission civilisatrice que lui confère sa destinée d'État neutre. En fait, dans leur réponse, les autorités luxembourgeoises se montrent peu impressionnées par ce pathos et estiment que le trafic télégraphique et téléphonique est tellement insignifiant qu'un poste d'émission ne pourra jamais obtenir des relations avec d'autres stations. De plus, on a des doutes très sérieux sur la possibilité de faire de fortes recettes par diffusion de nouvelles de toute espèce au moyen d'un appareil inventé par Tadou. Et en ce qui concerne l'école, l'idée de la création relève plutôt du domaine de la fantaisie. 26. Ces mêmes autorités évoquent la question, très intéressante si on anticipe sur la suite, de savoir si la France autoriserait la diffusion de nouvelles émanant d'un poste étranger dont le contrôle échappe aux organes français. On se veut donc prudent au Luxembourg, et la commission interministérielle chargée de l'examen des offres pour l'érection d'une station radioélectrique d'émission et de réception dans le Grand-Duché, décide de ne recommander au gouvernement qu'un poste de radiodiffusion pur et simple. Aurait-on commis un péché d'orgueil du côté de la Blue Star ? Face à ce revers et sentant que l'affaire semble mal engagée, Steines n'hésite pas à envoyer une lettre manuscrite adressée personnellement à M. Jaack, directeur de l'administration des PTT luxembourgeois, dans laquelle le journaliste exprime son patriotisme et affirme que le Luxembourg doit créer une grande station européenne, qui serait un moyen de propagande pour le pays. Alors que la Blue Star affirmait vouloir répudier tout concours étranger, elle annonce un nouveau programme financier. Un établissement aurait décidé de lui prêter son puissant concours. Il s'agit de la Banque française et hollando-américaine, qui, selon des renseignements recueillis par le ministère des Finances, serait une société anonyme établie en 1924, amalgame de la Banque hollando-américaine et du Crédit agricole et commercial au capital de 22 millions. Une banque d'importance secondaire, mais bénéficiant d'une bonne réputation. Il est important de replacer la réponse mitigée des autorités luxembourgeoises du 29 décembre 1929 à la Blue Star dans son contexte. En effet, la candidature franco-luxembourgeoise n'est à ce moment-là plus la seule, puisque d'autres groupes n'ont pas tardé à marquer leur intérêt, ce qui n'a pas échappé au milieu politique français. Ainsi, dans une lettre du 18 mars 1929, le ministre français des Affaires étrangères signale au ministère du Commerce et de l'Industrie que le 6 mars déjà le ministre de France à Luxembourg, M. de Carbonel, a signalé qu'une société franco-anglaise fait des démarches à Luxembourg en vue d'y installer un poste TSF plus important que la Tour Eiffel. Son capital serait de 60 millions de francs et de 700 000 livres. Il est précisé que la société aurait des brevets de télévision, puisque parmi ses administrateurs figurait John Logie Baird, inventeur britannique, pionnier de la télévision. Il existerait des accords avec Radio Paris et une société en Allemagne. Carbonel regrette que les représentants de cette société n'aient pas pris contact avec la légation française au Luxembourg. Une note du 26 mars 1929 prétend que l'administration du Grand-Duché de Luxembourg a autorisé le groupe Continental Baird à construire et à exploiter pendant 30 ans une station. Il y aurait des négociations entre ce groupe et la CSF afin de former une société française pour l'exploitation d'une station radio au Luxembourg au capital de 10 millions de francs sous contrôle français. 60% du capital et droit de vote français. Il faut signaler qu'on n'a pas trouvé trace d'une quelconque autorisation émanant des autorités luxembourgeoises en faveur du groupe Baird. Suite aux informations du 6 mars, en France, le sous-secrétariat d'État au PET peut, un mois plus tard, donner au ministère des Affaires étrangères des précisions quant au groupe français qui est la société pour la fabrication des compteurs et de matériel d'usine à gaz à laquelle sont affiliés les anciens établissements Perico, fabricant de matériel TSF. De plus, l'existence d'une entente avec une société allemande est démentie alors. Qu'en ce qui concerne Radio Paris, Girardot a déclaré qu'il s'efforçait d'avoir des intérêts suffisants dans la société en formation pour qu'elle soit placée sous contrôle français. Cette attitude ne peut qu'être approuvée par le président du Conseil, Poincaré, qui dans une lettre du 16 avril 1929 au ministre des Affaires étrangères demande de faire tout le nécessaire pour maintenir le contrôle français sur cette société, ordre qui est retransmis au ministre du Commerce et de l'Industrie, Georges Bonnefou, en le priant d'insister auprès de la société pour la fabrication des compteurs à gaz.
L'influence française doit donc se manifester par le biais des industriels qui ont également des intérêts à défendre. Se mettent ainsi en place des démarches communes de la part des milieux politiques et industriels qui espèrent tous deux tirer leur épingle du jeu par la création à l'étranger d'un poste français, ce qui peut être un atout politique aussi bien qu'économique. Les sociétés industrielles et bancaires françaises veulent anticiper une organisation nationale des émissions radiophoniques ne laissant plus ou peu de place aux affaires et aux profits, ce qui mettrait un terme à la radio d'affaires et les bénéfices matériels et moraux qui s'attachent au contrôle de ce puissant moyen de la diffusion de la pensée. De plus, la publicité tend à disparaître des ondes européennes, ce qui implique qu'elle peut représenter une véritable mine d'or là où elle serait autorisée, d'autant plus que se présenterait la possibilité d'en diffuser dans plusieurs pays. On espère donc émettre de la publicité à partir du Luxembourg. Qui parviendra à transformer l'essai ? On apprend en lisant le recueil du mémorial du 27 mai 1929, la création de la Société luxembourgeoise d'études radiophoniques, SLER, ayant pour objet l'étude de travaux préliminaires concernant la construction et l'exploitation d'un poste de radiodiffusion dans le Grand-Duché de Luxembourg et au besoin la construction et l'exploitation même de ce poste en question. Cette SLER regroupe, outre l'incontournable François Hanen, un certain Henri Etienne, éditeur, Marcel-Louis Boyer, ingénieur, André-Henri Fortin, ingénieur, Ernest Chamon, industriel, Antonio Almagro, propriétaire et Jean Leduc, industriel. Parmi ces noms soulignons la présence de Chamon et de Leduc, qui tous deux font partie de la compagnie pour la fabrication des compteurs et de matériel d'usine à gaz de Montrouge, respectivement en tant que président de la compagnie et directeur du service télévision, Leduc étant également un ancien collaborateur du général Ferrier. La compagnie de Montrouge détient le contrôle de la SLER par la possession de 235 actions sur 280. L'autre nom sur lequel il convient d'attirer l'attention est celui d'Henri Etienne, de son vrai nom Henri Stephen. Ce personnage au passé sulfureux, escroqueries diverses, abus de confiance, détournements, est le directeur propriétaire des publications Henri Etienne qui édite les revues L'Antenne, le journal de vulgarisation de la TSF, le QST, etc. Rusé et connaissant bien le milieu radiophonique, Étienne flaire très vite la bonne affaire qui risque de se faire au Grand-Duché et décide de monter toute une opération pour ne pas rater le coche. Ainsi, selon Duval, c'est grâce à M. Esté, directeur commercial d'un journal liégeois, La Meuse, et à Raoul Fernandez, publiciste français responsable de la régie publicitaire de Radio Paris appartenant à l'agent Sava, qu'il réussit à pénétrer les milieux luxembourgeois proches du gouvernement où circule néanmoins une fiche de renseignement sur Stephen. Trop isolé, il approche les milieux industriels français et se tourne tout naturellement vers Girardot, le président de la CSF, pour le mettre au courant de son projet. Or celui-ci lui fait un accueil fort réservé en raison de l'impression fâcheuse que lui fit le personnage. Étienne approche alors Chamon qui se montre déjà plus enthousiaste. Fort de cet appui, Étienne parvient finalement à ce que Girardot et Chamon trouvent un accord et désignent le duc pour s'occuper de l'opération pour le compte commun du bloc des compagnies associées. Le duc est alors présenté par Étienne à Gaston Diedrich, bourgmestre de la ville de Luxembourg, et à Monseigneur Pierre Nomsch, évêque du Grand-Duché, qui permettent des négociations avec Pierre Dupont, directeur général des finances. Reste alors à convaincre François Hanen avant de créer la SLER, où ne figure d'ailleurs pas le nom de la CSF qui en fait pourtant partie. La SLER dispose donc d'entrées d'atouts considérables ainsi que de la bénédiction des autorités luxembourgeoises. Étienne est alors fier d'annoncer à Dupont que, suite à la demande de concession exclusive, il a fondé la Compagnie luxembourgeoise d'études radiophoniques, au nom de laquelle il renouvelle cette demande. Il prétend s'être assuré des collaborations pour réaliser un large échange de programmes, Radio Belgique, Londres, des stations allemandes, hollandaises et tchécoslovaques. Il peut également communiquer la liste des personnes souscrivant le capital nécessaire, avec la CSF et la Compagnie des compteurs, et affirme représenter la Compagnie Baird. Auparavant, dans une lettre du 20 août 1929, le directeur de l'administration des PTT luxembourgeois, Édouard Jahac,
a exhorté le directeur général des finances de hâter la réalisation du projet de loi sur la construction des stations radioélectriques puisqu'après la constitution de la SLER, il ressort du recueil du mémorial NR 45, 29 juillet, qu'une nouvelle société est formée, la Compagnie nationale de radiodiffusion luxembourgeoise, CNRL, qui a pour objet la construction et l'exploitation de postes de radiodiffusion et la construction et la vente d'appareils. En outre, cette compagnie est en train de construire un poste de grande dimension à côté de Gasperich, ce qui implique qu'il faut prévoir des difficultés sérieuses le jour où l'État voudra construire le grand poste. De quel grand poste est-il question ici ? Fait-on référence au projet d'Étienne, auquel l'État aurait déjà quasiment donné son accord ? Quant à la CNRL, on est surpris d'y retrouver le propriétaire de la petite station Radio Luxembourg, François Hannen, en compagnie de ses frères Aloïse et Marcel. Sans doute veut-il jouer sur tous les tableaux pour faire de sa Radio Luxembourg une grande station. Dans cette société anonyme, CNRL, d'un capital de 3 millions de francs luxembourgeois se trouvent également Émile Gourgen, Jehan Caville, Henri Michéa et Marcel Degois. Comme on l'a vu, cette compagnie s'est aussitôt lancée dans la construction par les établissements GI. Kramer d'un poste d'émission à Cessanges, sans demander d'autorisation préalable. On a l'impression qu'elle agit comme s'il s'agissait simplement d'une amélioration du poste existant, la Radio Luxembourg d'Hannen, puisque ces deux noms se retrouvent dans la CNRL, émission Radio Luxembourg. Il s'avère bientôt. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.